Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce premier numéro de l'année du Grand Journal. Marine Konia, bonsoir. Bonsoir, Kolo Koulibaly. Ravi de vous retrouver d'ailleurs pour ce premier numéro. Et vous aussi, mesdames et messieurs et téléspectateurs du Grand Journal. Dans cette édition, ce soir, les vœux du Nouvel An au chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette semaine, les corps constitués du secteur privé, entreprises publiques, sociétés civiles, organisations syndicales, chefs traditionnels et guides religieux ont présenté leurs vœux au président de la République. Cérémonie républicaine résumée dans cette édition. Culture riche et tradition millénaire, Bondoukou nous offre une expérience touristique unique au monde. Entre ses sites patrimoniaux, son musée et le village de Soko, la ville recèle de trésors aussi bien spirituels que culturels. Et ce soir, Bondoukou nous révèle bien plus que ses 1000 mosquées. Nous verrons également l'histoire de Sylvie Adjoa-Volny à Hambourg en Allemagne. Derrière le volant du bus qu'elle conduit, cette femme ivoirienne nous fait découvrir son monde. Une voix aussi bien résiliente que formatrice. Une trajectoire qui force l'admiration de toute une génération d'Africains de la diaspora. Et puis ces graves accusations du Niger contre la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes convoquent l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien condamne ces déclaration. Une note de protestation a été remise à l'ambassadeur du Niger pour les autorités nigériennes. Les forces vives de la nation partagent la vision du président de la République. Le monde académique, les entreprises et la société civile entendent bien accompagner l'émergence des champions nationaux, la promotion des droits de l'homme et la participation au climat social apaisé. On en parle avec Mahama Traoré. Dans la vie d'une nation, leur contribution compte. Le monde académique, les entreprises publiques, le secteur privé, la société civile et les organisations syndicales jouent un rôle moteur dans le processus de développement du pays. En leur nom, la présidente du Conseil national des droits de l'homme se félicite des avancées majeures enregistrées en 2025, dont la promotion des droits de l'homme, l'appui de l'État aux PME en vue de l'éclosion des champions nationaux ou encore les réformes entreprises pour l'adéquation formation-emploi. Dans la Grande Côte d'Ivoire qui se dessine, les forces vives entendent pleinement jouer leur partition. Le monde académique, la société civile, les organes de régulation, les centrales syndicales, les entreprises publiques et privées tiennent à vous traduire leur profonde gratitude pour votre constante sollicitude à leur égard. Inspirés par vos performances exceptionnelles, ils me chargent de vous exprimer toute leur admiration et leur profonde reconnaissance. Au nom de l'ensemble de ces forces vives, nous réaffirmons notre engagement à demeurer des partenaires stratégiques et responsables, pleinement investis dans l'édification d'une nation rayonnante. Que cette année fortifie davantage le partenariat État-secteur privé et la puissance du dialogue social pour bâtir une Côte d'Ivoire toujours plus forte et plus grande. Et le président Alassane Ouattara de rassurer les forces vives du soutien de l'État. Le développement des champions nationaux sera au cœur de notre action tout au long de l'année 2026 et un accent particulier sera mis sur le contenu local. De même, nous entendons faire de cette nouvelle année celle du renforcement de la qualité du service public, car nos concitoyens ont droit à des services de qualité dans tous les domaines. Et l'État aura le devoir de moderniser davantage l'offre de services publics et de répondre aux exigences légitimes des citoyens. Avec un secteur privé de plus en plus performant, un secteur public de qualité, des universités et centres de formation désormais compétitifs et innovants, une société civile avec des organisations de droits humains fortes et soucieuses de l'intérêt général, la Côte d'Ivoire est prête à relever les nouveaux défis contenus dans le plan national de développement 2026-2030. Je voudrais, pour terminer, vous assurer que l'État continuera d'être votre partenaire idéal pour mener à bien tous les chantiers nécessaires au développement durable et inclusif
de notre grande Côte d'Ivoire. Ce partenariat évoqué par le président Alassane Ouattara sera essentiel pour la mise en œuvre du plan national de développement 2026-2030, où il est attendu une forte participation financière du secteur privé. Autre perspective pour cette année encore, les chefs traditionnels et guides religieux s'engagent pour la paix. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, le souligne dans son adresse à la suite des vœux à lui transmis. Le compte-rendu de Mahama Traoré. La salle des pas perdus du palais de la présidence de la République accueille une fois de plus les gardiens de la tradition et les guides religieux pour la cérémonie d'échange de vœux avec le chef de l'État, édition 2026. C'est l'occasion pour les chefs coutumiers de féliciter le président Alassane Ouattara suite à sa réélection à la magistrature suprême. Excellence, Monsieur le Président de la République, la vision d'une grande Côte d'Ivoire stable, solidaire et ambitieuse que vous portez trace un horizon lisible pour notre pays. Elle s'apparente dans notre imaginaire collectif à la grande route que l'on ouvre avec méthode afin que ceux qui marchent aujourd'hui ne trébuchent pas et que ceux qui viendront demain sachent où poser le pas. Cette vision conjugue modernité et continuité, progrès économique et justice sociale, ambition nationale et responsabilité intergénérationnelle. Quant aux guides religieux, ils saluent l'œuvre du président Alassane Ouattara à la tête du pays et s'engagent à soutenir ses actions visant à consolider la cohésion sociale. Par votre leadership éclairé, qui continue de briller un soleil nouveau sur notre nation. La Côte d'Ivoire tout entière, à travers sa société civile, se doit de vous exprimer sa reconnaissance pour l'œuvre accomplie depuis votre premier mandat jusqu'à ce jour et pour celui qui se poursuit avec constance et détermination. Puisse Allah vous assister dans la poursuite des grandes priorités telles que l'amélioration du système de santé, l'amélioration du système de l'éducation, la promotion de l'emploi pour notre jeunesse, la lutte implacable et vigoureuse contre la corruption, ainsi qu'une répartition plus équitable des ressources nationales, afin que les plus vulnérables parmi nous bénéficient d'une attention accrue et bienveillante. Qu'Allah vous y aide, qu'Allah vous bénisse abondamment. Allahumma amin. Dans son adresse, le président Alassane Ouattara s'est voulu reconnaissant à l'égard des gardiens de la tradition et des guides religieux pour leur contribution significative à l'œuvre de paix et de cohésion sociale. Je voudrais profiter de cette rencontre pour vous réitérer mes remerciements pour l'important travail que vous accomplissez auprès de vos communautés respectives en vue de maintenir la paix, la cohésion nationale dans notre beau pays. Je vous remercie pour votre grande contribution à la paix et à l'organisation apaisée des élections présidentielles et législatives en 2025. J'encourage les guides religieux à continuer à œuvrer pour le renforcement du dialogue interreligieux et à continuer de faire des prières pour la Côte d'Ivoire, car je puis vous assurer quant aux belles perspectives de notre beau pays. Les guides religieux ont également saisi l'occasion pour remercier le chef de l'État pour le soutien apporté à l'organisation des pèlerinages chrétiens et musulmans. Et les personnalités qui ont présenté leurs vœux au chef de l'État se prononcent au terme de la rencontre, des réactions au micro de nos reporters. Nous sommes venus dire merci au président de la République pour l'ensemble des actions, des innovations et des réformes entreprises dans le cadre des entreprises publiques qui sont en place. L'objectif, c'est de faire en sorte que ces entreprises publiques soient les plus performantes possibles. Donc nous sommes fiers, nous sommes contents d'être là, de travailler, d'œuvrer, à faire en sorte que ces entreprises publiques puissent avoir
un rôle moteur en synergie d'action avec le secteur privé. C'est un discours plein d'espoir et d'espérance en une Côte d'Ivoire axée vers l'avant, à la quête du meilleur. Avec un budget dont le tiers est consacré au développement du capital humain, nous pensons que l'année 2026 est une année qui va véritablement en cohérence avec la vision de la Grande Côte d'Ivoire. Et nous souhaitons une bonne heureuse année à tous les Ivoiriens. Santé, paix et solidarité. Oui, la Côte d'Ivoire a besoin de la paix. Et nous disons merci. Merci à Dieu d'avoir protégé la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons longue vie au président de la République. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était l'occasion pour nous en tant que guide religieux de venir lui réaffirmer notre affection, notre engagement à toujours accompagner la politique du chef de l'État à travers nos prières et surtout à travers nos actions qui renforcent davantage la cohésion sociale. Nous avons retenu dans le discours du président des remerciements à l'endroit des guides religieux pour leur message d'apaisement. En tout cas, c'est une année qui s'ouvre avec beaucoup d'espoir et beaucoup de perspectives, Inch'Allah. Prions Dieu que 2025 s'envole à nos soucis et nos problèmes. Et que 26 nous apporte la paix entre nous et le Créateur, la paix entre nous et nous-mêmes, la paix entre nous et nos semblables, la paix dans la sous-région, la paix en Côte d'Ivoire, la paix entre les Ivoiriens. Nous poursuivons avec cette information. De graves propos ont été tenus à l'encontre de la Côte d'Ivoire, des propos tenus par le Niger et qui font réagir les autorités ivoiriennes. Je vous propose ce communiqué de presse du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Un communiqué lu pour vous par Jean-Marc Kodjadji. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale informe que ce vendredi 30 janvier 2026, Son Excellence, Madame l'ambassadeur de la République du Niger à Abidjan, a été convoquée au cabinet de Madame le ministre d'État. Cette convocation fait suite aux graves propos tenus récemment par les plus hautes autorités nigériennes à l'endroit de Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Au cours de cet entretien, le gouvernement ivoirien a exprimé sa vive indignation et a condamné avec la plus haute fermeté ces déclarations qui non seulement contreviennent aux usages diplomatiques, mais portent une atteinte grave à l'honneur et à la dignité du chef de l'État, ainsi qu'au peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire, fidèle à sa tradition de dialogue et de paix, a toujours œuvré pour le maintien de relations d'amitié et de fraternité avec les pays de la sous-région. Toutefois, elle ne saurait tolérer que les institutions ivoiriennes soient l'objet d'agissements de nature à compromettre sérieusement la qualité de nos relations bilatérales. Une note de protestation formelle a été remise à l'ambassadeur pour transmission à ses hautes autorités. Le gouvernement ivoirien reste attentif à la suite qui sera donnée à cette démarche et se réserve le droit de tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Et sur la question de l'attaque de l'aéroport de Niamey est revendiquée par le groupe État islamique dans sa revendication relayée par Amak, l'organe de propagande de l'État islamique. Le groupe affirme que l'opération a provoqué des dégâts significatifs sur le site militaire de l'aéroport. Selon les autorités nigériennes, l'attaque s'est produite dans la nuit de mercredi à jeudi et a visé la base militaire située au sein de l'aéroport, à une dizaine de kilomètres seulement de la présidence. Et les forces armées de Côte d'Ivoire viennent d'entamer leur entrée sportive 2026. Oui, Kolo Koulibaly, les Fassis sont bien engagés à maintenir la performance sportive cette année et renforcer la cohésion au sein des troupes. 830 éléments de toutes les composantes de l'armée, qu'il s'agisse de la gendarmerie nationale et des forces paramilitaires, elles toutes y participent pour se lancer un footing de 3 km et des démonstrations d'arts martiaux, ici même à Abidjan, première région militaire de la Côte d'Ivoire, des démonstrations que nous rapportent Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. 5h30 du matin, la place d'armes, général de corps d'armée Ouattara Paul Thomas Daquin accueille près de 1000 soldats issus des différentes composantes des Fassis, forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et des forces paramilitaires. Ces officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang
s'apprête à prendre part à un footing de cohésion. Après 3 km parcourus, place à une séance de fitness. Ces activités ouvrent ainsi la saison sportive militaire 2026. Plusieurs compétitions, notamment la natation en février, le triathlon en avril, les sports de combat dont la lutte, la boxe et le taekwondo en septembre, le cross-country sur une distance de 4, 8 et 10 km en octobre, ainsi que les sports collectifs que sont le basketball, le volleyball, le maracana en décembre. Celles-ci mettront en prise les armées et la gendarmerie. Pour le chef d'état-major général des armées, il faut absolument encourager toutes les actions en faveur de la cohésion au sein des troupes. Un message de cohésion, un message d'union entre les forces de défense et de sécurité. Vous l'avez vu ce matin, il y avait les armées, la gendarmerie, la police, les eaux et forêts. Il s'agissait pour nous de mener une activité sportive ensemble, de fraterniser et de mieux nous connaître. Plusieurs démonstrations consacrées aux techniques de défense rapprochées ont laissé entrevoir le savoir-faire des FACI, même en situation de sans armes. Point de l'actualité, cette information du ministère des Eaux et Forêts qui condamne avec la plus grande fermeté et qui donc dément cette information d'aucun recrutement n'a été ouvert pour l'année 2026. La seule procédure en cours concerne le concours au titre de l'année 2024 dont le déroulement se poursuit conformément au calendrier officiel arrêté par l'administration. Le ministère appelle ainsi les populations à faire preuve de vigilance et à se référer exclusivement aux informations diffusées par ces canaux officiels de communication, dont la RTI. À Abidjan, Kolo Koulibaly, la mobilité urbaine repose sur une diversité de moyens et sur la voie lagunaire, le bac demeure un moyen de transport essentiel. Oui, Marine, allons maintenant aux confins de Bingerville où le bac assure gratuitement la traversée de la lagune Ébrié entre les communes voisines de Bingerville et de Grand-Bassam. Un énorme soulagement pour des milliers de passants qui se ménagent ainsi le long d'un détour par la route, évidemment. Ce raccourci est aussi emprunté par des curieux qui viennent savourer quelques moments d'évasion. Allons donc à la découverte du bac des Locans, un reportage de Mahama Traoré et Lamine Dramé. Vue d'une carte, la situation géographique fait des communes de Bingerville et de Grand-Bassam des territoires voisins, séparés seulement par le prolongement de la lagune de Brié. Faute d'ouvrage de franchissement, rallier ces deux communes revient à traverser le district d'Abidjan en parcourant en voiture une quarantaine de kilomètres de route. Pourtant, cette piste située dans les environs du village Délocaté, commune de Bingerville, mène à un raccourci. Pour le découvrir, allons 3 km plus loin pour nous retrouver sur la rive de la lagune Ébrié, là où sont déjà parqués une dizaine de véhicules et des passagers qui n'attendent que leur tour de traversée à bord de ce bac. Mon véhicule est au niveau du camion blanc et donc je sais que quand je regarde ma position avec les autres voitures, je compte tout au plus 3, 4, je suis le cinquième véhicule. Bien qu'il y ait un gros camion devant, n'empêche que je pense pouvoir monter au prochain voyage. Des fois, tu as une urgence, tu naïvement penses que quand tu arriveras, tu monteras, tu partiras. Et tu arrives et il y a une longue file. Des fois même, il peut ne pas avoir de file, mais le bac vient à peine de partir. Donc tu dois patienter entre 30, voire 1 heure de temps pour qu'ils puissent revenir, pour te récupérer encore pour traverser. Souvent aussi, quand nous arrivons, bon, ils ne sont pas là. Ou bien soit ils sont là, il n'y a pas assez de véhicules. Donc ils ne peuvent pas prendre au moins 2 véhicules pour traverser. Donc ils sont obligés d'attendre un peu pour qu'il y ait plus de véhicules pour pouvoir traverser. Malgré ces contraintes, la pente semble être un bien meilleur choix pour certains inconditionnels qui refusent de se risquer aux infortunes du long détour par la route. Ce matin, je suis allé rendre visite à un ami à Bingerville qui est un peu souffrant. Et j'ai pris le bac à 7 h le matin et là je retourne à la maison. Avant la mi-journée, tout a été fait. Très honnêtement, peu importe le temps mis pour la traversée, je préfère passer par le bac. Au lieu de faire le grand détour pour arriver à Bingerville, le bac, c'est vraiment un raccourci pour tout le monde. On n'habite pas loin de là. Donc, on habite à Bribo, en bordure de lagune, donc c'est pas trop loin. Bassam à Sini ou à l'aéroport, c'est plus court.
Pour d'autres passants habitués, les raisons sont plutôt d'ordre professionnel. J'habite de l'autre côté, du côté de Bingerville, et du côté des Bassam, on a des travaux. Voilà, donc pour allier les deux points, je suis obligée à chaque fois de prendre le bac, qui est plus facile pour nous. Moi, c'est un plombier. Voilà, souvent, je travaille, c'est on va à Bassam pour aller travailler, pour revenir. Le bac n'est pas là, c'est tout le programme est gâté, quoi. Parce qu'il faut aller faire un grand tour encore pour pouvoir aller à Bassam. Voici le mastodonte flottant de 50 tonnes arrivant à peine de Vitré, village de la commune de Grand Bassam, où est situé l'autre point d'embarquement. L'exercice est le même à chaque navette. Une fois le débarquement effectué, embarquement immédiat pour une nouvelle traversée, non sans un respect formel des consignes de sécurité édictées par l'équipage. Vous allez bien? Vous avez vu les consignes de sécurité? Vous avez pris connaissance au moins? On leur demande de ne pas fumer sur le bac, de ne pas boire l'alcool sur le bac, de ne pas s'asseoir sur les rambades, de ne pas pêcher à travers le bac. Alors, donc voilà toute cette série de consignes que nous donnons aux usagers afin d'avoir un passage en toute sécurité. Une fois les passagers installés, vient l'étape de la disposition des engins roulants à la surface du bac. Pour cette manœuvre de conduite, les conducteurs doivent faire preuve d'habileté et surtout être chanceux de figurer parmi les 10 véhicules de type léger que le bac Deloka peut transporter par voyage et même parfois moins quand des poids lourds s'invitent. Ciment, combien de tonnes? 20 tonnes. On va mettre 4 véhicules. 4 véhicules depuis lui ici. Voilà. Là, ça fait ma charge. Voilà, on ne peut plus le respecter. Lui, déjà, il fait 20 tonnes. Si on met les 4 petites voitures, ça vaut ma charge, quoi. Cette capacité d'accueil limitée est loin de décourager, car le parcours via le bac Deloka permet aux passants de contempler le paysage autour de la lagune Brié et de respirer de l'air frais durant 15 à 17 minutes le temps de traverser le chenal de 1,6 km, ce qui fait du bac Deloka un objet touristique que viennent découvrir quelques curieux. J'ai vu une vidéo sur TikTok de quelqu'un qui a traversé et moi j'habite à Riviera Palmeraie. Donc aujourd'hui j'avais rendez-vous à Bassam. J'ai entraîné ma famille avec moi ce matin pour découvrir. Sur la petite piste là, non bitumée, je disais ça me donne l'impression que je suis au village. On a rigolé un peu, mais vraiment très belle impression. C'est ma première fois passer sur le bac pour aller à Bassam. J'ai dit une fois à Dakar, j'ai pris le bac. Donc ici, je viens essayer pour la Côte d'Ivoire, je n'ai pas peur. Les différentes navettes effectuées chaque jour entre 7h30 et 18h30 font que le bac Deloka arrive à transporter en moyenne 10 000 passagers par mois et plus de 3 000 véhicules. Et tenez-vous bien, le passage est gratuit. Le moteur, lui, tourne grâce à l'appui financier du Fonds d'entretien routier dans une synergie d'action avec l'Agence de gestion des routes AGEROUTE qui a en charge l'aménagement et l'exploitation du site depuis 2019. Avec l'affluence croissante, il est de plus en plus question d'améliorer la qualité du service. Le bac, normalement, il fonctionne en 7h30 et 18h30, mais il y a des moments où on a une forte affluence. Donc, on a passé un marché pour que ce site-là puisse être éclairé afin de pouvoir, au moment des affluences, de pousser jusqu'à deux fois à 19h30 et, voilà, et fermer plus tard à 20h. Et aussi la question de pouvoir mettre un deuxième bac aussi est en cours de réflexion pour pouvoir vraiment répondre aux besoins de nos différents usagers. Mieux, il est prévu par l'État la réalisation d'un pont entre Bingerville et Grand Bassam dans cette zone, un vœu longtemps chéri par les populations qui marquera la fin des activités de ce bac, un destin similaire à celui du bac de Jacquesville. En attendant, sans se douter de rien, le géant flottant Deloka poursuit sereinement ses navettes, continuant à procurer bonheur et soulagement à des milliers de passants.
Et on va maintenant remonter le temps pour découvrir l'une des cités les plus mystérieuses. Allons à l'est pour mieux connaître Bondoukou, ville aux 1000 mosquées et aussi aux 1000 secrets, Marine. Oui, au milieu des collines du Gontougo, la ville de Bondoukou cache des trésors à caractère spirituel et cache jalousement ses secrets ancestraux. À Bondoukou, singes et poissons sont de l'ordre du sacré, des ancêtres bien entretenus et entretenus aussi bien que les bâtisses d'argile qui font planer encore l'ombre de Samori Touré, encore à notre époque. Bondoukou est un héritage vivant, vous le voyez sur ces images, une société de transmission et pourtant cette mémoire tend à s'effriter. Ce soir, Sephora Zegui et Ibrahim Touré nous conduisent dans un voyage touristique hors du commun. Reportage. Bienvenue à Bondoukou. Ici, au cœur de la cité aux 1000 mosquées, le temps semble avoir suspendu son vol. Des reliques de Samori Touré aux animaux sacrés du Gontougo, chaque ruelle murmure une légende, chaque brique de terre porte une mémoire. Entre héritage fragile et mystère séculaire, immersion dans une ville où le sacré se conjugue encore aujourd'hui, au présent. Tout commence par un protocole immuable. Première escale, le palais royal. On présente les civilités, on échange les nouvelles et seulement là, le voyage peut vraiment commencer. Cette porte close ne paie pas de mine et pourtant, c'est la première case de Bondoukou. Elle semble dormir, mais elle veille jalousement sur les trésors du fondateur. Bondoukou est devenu Bondoukou grâce au fondateur du nom de Taki Adré. Il était un chasseur et lors de son activité, il a découvert cette zone-là et il a décidé comme ça de s'y installer. Juste à côté, une silhouette massive s'impose à l'œil, la maison d'Aboubacar Touré. Au XVIIe siècle, elle a abrité l'invincible Samori Touré et ses guerriers Sofa. Il est venu avec ses Sofa, c'est les militaires qui étaient derrière lui, ceux qui combattaient. Mais le géant de terre fatigue. Les intempéries n'ont pas de respect pour l'histoire. C'est un véritable appel au secours pour ces murs qui ont vu passer l'un des grands empereurs d'Afrique. Les gens qui doivent arranger ne viennent même pas d'ici. Il faut aller les prendre ailleurs, comme au Tombouctou, au Mali. Si le gouvernement puisse nous aider dedans pour qu'on arrange cette maison. Nous changeons d'air. Direction Soko, à 5 petites minutes de là. Ce village né au XIIIe siècle cache une curiosité unique. Ici, les singes sont chez eux. Mieux que ça, ils sont rois. Soko a été fondé au XIIIe siècle par Tolé Mela. Ce dernier était un grand chasseur des éléphants et il était venu d'un village appelé Wolekei à 13 km de Soko. C'est là-bas qu'il était avec son frère. À l'époque, il avait trouvé ensemble les mêmes singes-là, ici dans la forêt. Et lorsqu'il les voyait, pour lui, c'était pas nécessaire de tuer les singes avec un fusil chargé contre les éléphants. Ce n'est ainsi, il ne les tuait pas. Les singes aussi, en le voyant à tout moment et sans être menacés, ils n'avaient plus peur de lui. Voici ce qui fait que les singes et les villageois sont restés ensemble après. Un pacte ancestral lie ces primates aux hommes. On ne les touche pas, on ne les mange surtout pas. Sous peine de voir la mystique s'en mêler. Ou celui qui va tuer un de ces singes, je vais l'amender et il va l'enterrer comme une personne. Mais le danger est ailleurs. La ville grignote la forêt et l'habitat de nos saints sacrés se réduit comme peau de chagrin. Les gens commencent à lotir partout. C'est pour qu'ils n'ont qu'à arrêter. S'ils veulent lotir, ils n'ont qu'à aller très loin de cette forêt-là pour qu'on puisse avoir toujours ces saints-là sur place. Sur place, des touristes, fascinés par leur proximité avec les primates, nous racontent leur expérience. C'était magnifique parce que tout ce qui est naturel est vraiment beau à voir. Donc quand on a touché,
on ne peut pas expliquer. Nous quittons Soko pour un autre voyage dans le temps, Sorobango. 1 millier d'âmes et une mosquée du XVIe siècle qui semble tenir par miracle en parfait équilibre entre terre et ciel. C'est le phare du village, fièrement classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Celui qui a construit cette mosquée s'appelle Baba Ali. En ce moment, nous étions ici, nous étions des musulmans, mais partout où se trouvent des musulmans, il faut qu'ils trouvent quelqu'un pour faire une mosquée. En ce moment, c'était des pierres qui étaient installées là et les gens priaient à l'intérieur. Mais Baba Ali s'est offusqué que des chèvres et des moutons passent à cet endroit et donc il a décidé qu'on construise une maison, un édifice pour qu'on parte à la prière. À la périphérie de la ville, un spectacle insolite brise les codes de l'élevage local. Ici, une cinquantaine d'autruches. Ces oiseaux géants, venus d'ailleurs, règnent sur leur domaine. Ça, c'est une œuf d'autruche qu'on peut voir qui est sur le site. C'est le pari audacieux d'un jeune Ivoirien installé en France qui a choisi de ramener cette espèce rare sur sa terre natale, créant ainsi une attraction unique qui pique la curiosité de tous les visiteurs. Historiquement, en Côte d'Ivoire, il n'y avait qu'à Bondoukou, il y avait des autruches, dont les colons en avaient parlé, l'autruche de Bondoukou. Donc il s'est dit, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'autruches à Bondoukou, pourquoi ne pas élever ces autruches? Déjà, ça va servir à retracer, à donner au fait un poids à l'attrait touristique de la ville. Escale à Bokoré. Ici, la sacrée coule dans la rivière. Les silures ne sont pas des poissons, ce sont des ancêtres. Nos arrière-grands-parents, c'est qu'ils ont quitté Saï à la recherche de nouvelles terres. Et comme Nankoko s'est dit, nous sommes arrivés dans cette région. Il nous semble que cette région-là nous donne de la joie, nous donne tout ce qu'on veut. Essayons d'habiter ici. C'est ainsi, dans leur promenade, ils ont découvert la rivière. Dans leur groupe, il y a un devin. Ils ont consulté le devin. Voilà de l'eau. Est-ce qu'on peut boire l'eau de cette rivière? Le devin, en réponse, a dit que non. Vous pouvez boire l'eau, mais seulement, je vous conseille de ne pas toucher entre griffes à mes enfants. Ces enfants sont tous ceux qui vivent dans la rivière. Malheur à celui qui sort son filet. La légende parle de malédiction immédiate. Beaucoup de gens ont mangé de poisson et on a vu les conséquences. Ces conséquences, c'est maladie. Mais après la maladie, c'est la mort. Notre périple s'achève là où la mémoire de tout un peuple est mise sous clé. Le musée des arts et traditions de Bondoukou. Ici, chaque objet est une page d'histoire. Des récits des Amazones d'Afrique aux épopées du peuple Gontougo. Il y a dans cette photo 3 femmes qui sont en blanc, en pagne blanc et avec des signes sur le front. Ces 3 femmes sont ce qu'on peut appeler dans la tradition des matrones, des mystiques, des femmes qui maîtrisent les secrets de la nature, qui peuvent disparaître et réapparaître. Ces 3 femmes-là, en faisant les miracles, vont être un moment capturées. Et puis, on va les emmener au Bénin comme des esclaves. Arrivé un moment, elles vont même être dans la cour du roi. Il y en a une dedans qui va même être une princesse. Elles vont s'échapper puisque la guerre avec les Portugais, le Bénin en a connu. Donc, ils vont chercher à prendre toutes celles qui sont princesses, reines, etc. Elles vont aller former l'armée la plus puissante qu'on va appeler les Amazones. Dans l'arrière-cour, une vieille machine coloniale qui a tracé les premières routes. Mais parmi les masques et les bijoux, une pièce insolite attire l'œil. Un ballon de cuir, témoin des premiers pas du football continental. Il y a 3 ballons. Le 3e, c'est ce qui a été présenté au Maroc. Les 2 autres sont venus à Bondoukou parce que, d'abord, il y a un fils de Bondoukou qui est l'ami du fondateur, Hassani. C'est dû au fait que le symbole Itri dont je viens de parler, qui est un mot prêté du Koulango, de la région du Gontougo, qui est une langue ivoirienne, parce que Hassani a rencontré des jeunes Ivoiriens avec qui il a collaboré. Et quand on dit on est ensemble, ça veut dire Itri. Des armes de Samori Touré restituées par la France aux insignes royaux, le musée est une mine d'or. Pourtant, ce potentiel ne demande qu'à briller davantage. Il s'agit de ces carquois de combat depuis 1800 que nous avons pu obtenir de la France, restituer de la France,
que nous avons dans ce musée qui attire aujourd'hui le monde vers le musée. Mais pour que ce patrimoine devienne un véritable moteur économique, une volonté politique forte est nécessaire. À la direction régionale du tourisme, on est conscient que Bondoukou est une pépite qui ne demande qu'à être polie. Nous sommes en train de développer des projets de lutte contre la pauvreté par le tourisme. Et nous avons eu 2 projets. Et un projet a été réceptionné déjà. Et ce projet, il s'agit de la construction du centre d'observation des singes de Soko. Et ce projet-là a été inauguré par M. le ministre lors de sa dernière visite à Bondoukou. Et ensuite, nous avons le deuxième projet, c'est de doter les femmes de Motiamo d'infrastructures qui puissent leur permettre de mieux exploiter. Donc il s'agira de construire un atelier, ensuite une salle d'exposition et un four. Et le projet est en cours. Bondoukou ne se visite pas, elle s'écoute. Entre ferveur, mystère et soif de modernité, la cité millénaire attend ses admirateurs pour que ce passé glorieux ne soit pas qu'un souvenir, mais le moteur du développement local. Voilà, plus qu'une histoire, Bondoukou, c'est un patrimoine à préserver. Dans un monde contemporain où les frontières s'estompent, mais où les barrières persistent encore, certaines trajectoires d'Ivoiriens forcent l'admiration, telle que celle de Sylvie Adjoa-Volny. Oui, un uniforme, un sourire discret, une main ferme sur le volant. Elle transporte des passagers sans faire de bruit et pourtant, elle est la seule femme ivoirienne conductrice de bus dans l'état de Hambourg. Nous sommes en Allemagne. Sylvie est une exception dans un monde d'hommes, dans un pays qui n'est pas le sien. C'est une histoire racontée par Ahmed Siloué, Aziz Ganillon. En ce vendredi hivernal, il est 5 heures pétantes à Hambourg. Les rues bruissent de silence, à part ces quelques cris d'oiseaux, invisibles, sûrement bien cachés à cause du froid. Sylvie Adjoa-Volny est, elle, déjà prête à affronter la journée. L'Ivoirienne est la première et pour l'instant la seule, à ce que l'on sache, conductrice de bus dans l'état de Hambourg, en Allemagne. Pendant que toute la maison est loin d'être réveillée, elle prend ses dernières précautions avant de quitter son domicile. Parée contre le froid, elle est enfin prête à prendre le chemin du boulot. C'est parti donc pour une longue journée qui durera jusqu'en fin d'après-midi. On a de différents programmes. Il y a des fois, on commence à 3h, 4h. On n'a pas de programme fixe, au fait. C'est pas facile de se lever à des heures, 2h, 3h du matin. Souvent aussi, tu peux finir tard. Mais quand tu es fixé sur ton objectif, je crois que tu peux atteindre tout ce que tu veux. Moi, par exemple, j'ai accepté de faire ce boulot quand mes enfants ont eu un certain âge. Quand j'étais plus petit, je ne voulais pas parce que je voulais me concentrer sur l'éducation de mes enfants. Et maintenant, mon dernier, il a 20 ans. L'autre, il a 22 ans. Donc, eux-mêmes aussi, ils vont à l'école, ils vont à leurs occupations. Seulement que je suis très casanière, donc après le boulot, c'est la maison. Et j'ai le temps d'échanger avec eux. Après 30 minutes de trajet plutôt calme, la voilà à son lieu de travail. Du moins, le lieu où débute sa journée. Elle montre patte blanche en s'enregistrant, histoire de connaître la ligne à elle confiée pour cette journée. Quand tu prends la feuille, il y a tous tes numéros de bus où tu dois conduire. Et sur le tableau se trouve le numéro de ton bus. J'ai le 1431. Donc je sais que le bus 1431 me prend. Quand on récupère la feuille, il y a les différentes lignes. Souvent, il y a des déviations. Donc on regarde, je fais attention à ce que je dois conduire aujourd'hui. Dieu merci, il n'y a pas de déviation. Donc je vais à mon bus. Après les formalités administratives, elle fonce vers l'engin au volant duquel elle mènera des dizaines de passagers à bon port pour vaquer à leurs occupations. Vérification pour s'assurer que c'est bel et bien son bureau mobile. Une fois les vérifs terminés, c'est parti pour la mission du jour. « 6h50,
décollage de la base pour son premier arrêt. « 15 minutes plus tard, nous voici arrivés. Les premiers clients sont enfin là, en dehors de nous, pour enfin la faire se sentir moins seule. Comparativement à ces journées ordinaires, celle-ci sera plus calme. Et justement, elle en profite pour nous livrer en substance son parcours. Quand je suis arrivée en Allemagne, il y avait le problème de la langue, qui n'est pas facile à apprendre. Et donc, moi, en premier lieu, comme j'étais une femme au foyer, j'apprenais quand même des cours d'allemand à domicile. Mais ce n'était pas dans mes plans de conduire un bus, parce que pour moi, je voyais le bus aussi grand là, donc je n'avais pas cette confiance-là de pouvoir aussi conduire le bus. J'ai fait quand même les petits boulots, les nettoyages, j'ai travaillé aussi dans les hôtels. Et après, je m'occupais des gens à domicile. C'était ça, les nettoyages de gauche à droite. Et quand mes enfants ont eu un certain âge, parce qu'ici en Europe, c'est quand même difficile l'éducation des enfants. J'ai décidé maintenant de conduire le bus, parce que pour moi, c'est quelque chose d'abord qui n'est pas facile. Il n'y avait pas de femmes dedans, il n'y avait même pas de femmes noires. Donc pour moi, c'était un défi à relever. Et j'ai essayé, ce n'était pas facile, mais j'ai réussi. Sylvie pourrait parcourir tout l'État de Hambourg les yeux fermés. Pour en arriver là, elle en a connu des vertes et des pas mûres. Son courage, sa pugnacité et sa détermination l'ont pourtant conduit jusqu'à ce poste. Ma société est une société internationale, ils emploient beaucoup de pays. Voilà, donc pour dire vrai, j'ai eu quand même la chance d'avoir des collègues vraiment formidables qui m'ont accepté, qui m'ont même montré quelques astuces, tout ça. Mais comme on le dit, il y a toujours des gens aussi qui n'aiment pas aussi la couleur de notre peau, qui sont toujours sceptiques. Mais bon, avec le temps, je me suis fait une raison. J'ai des passagers aussi qui sont très gentils. Je suis souvent, quand les gens montent dans le bus, ils me félicitent, tout ça. Et moi, ça me donne toujours le courage de me battre et puis de continuer dans ce que je fais, quoi. Être la première femme ivoirienne, conductrice de bus et la seule pour l'instant dans l'État du Hambourg est une responsabilité lourde à porter. Mais cette brave dame tient le rôle de main de maître. Tout de même, son intégration n'a pas été chose aisée. Ses collègues la portent en admiration. C'est un réel plaisir pour eux de partager au quotidien ses réalités professionnelles avec une femme aussi déterminée. Elle fait bien son boulot, Azo. Pour l'instant, elle fait ce qu'elle doit faire en tant que femme. C'est une femme à encourager et à encourager même d'autres femmes à la rejoindre, à nous rejoindre au fait. On veut un homme vraiment important de femmes noires, que ce soit ivoiriennes, d'autres pays. Toute chose dans la vie, c'est le courage. On a un système ici qui décourage les gens, mais moi je les invite à ne pas être découragés, se lever et se dire je vais le faire. Parce que si une peut le faire, donc 100, 1000 peuvent le faire. Sylvie, c'est une collègue formidable. Je suis très fière d'elle et le pouvoir des femmes est très important pour nous en tant qu'entreprise. Et oui, elle peut être très fière de conduire un véhicule aussi grand ici, à Hambourg et dans le centre-ville. La ligne qu'elle dessert ce jour ne grouille pas de monde, contrairement au centre-ville. En plus d'être un peu rare, les clients sont aussi timides. Et toi, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Vous voyez les gens qui sont là-bas qui m'attendent, toi tu restes là. Moi, je ne comprends pas. Un, tout de même, décide de nous livrer son avis sur le fait de voir une femme aux commandes d'un engin qui, même pour les hommes, reste difficile à manœuvrer. C'est bien de voir une femme africaine, ivoirienne, au volant d'un bus, ici à Hambourg. Et elle le fait très bien. Je lui souhaite de continuer ainsi. Je souhaite aussi que plus de femmes africaines soient conductrices de bus dans l'État de Hambourg. Cette mère de 5 enfants, même si elle est physiquement à Hambourg, a le cœur qui bat pour son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Des projets pour sa chère patrie, elle l'en nourrit depuis les premières heures de son épopée professionnelle. Vraiment, ça serait un grand souhait pour moi. Parce que je suis venue à l'aventure. Ce que j'ai appris, il faut que j'arrive quand même à faire profiter mon pays
de mon expérience. Et vraiment, moi, j'encourage les jeunes femmes ivoiriennes à s'intéresser à ce métier-là, ce métier d'homme-là. Je les encourage à conduire le bus. Chaque trajet, chaque passager est un pas de plus vers la normalisation de la différence. Au volant de ce bus, Sylvie représente cette génération d'Africains que rien n'arrête outre-mer. Et le premier passager d'une journée de Sylvie est sur notre plateau, c'est l'invité de ce grand journal, Ahmed Siloué, qui est de retour de Hambourg. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Kolo Koulibaly. Ça a été, j'imagine, un peu difficile quand même de tourner dans un environnement très réglementé en Allemagne. Absolument, ce n'était pas la seule difficulté. On est arrivé à une période où les températures ont chuté. On a tourné entre -0 et -5. Donc il fallait imaginer un peu le froid qui nous a accueillis quand on a décidé d'aller à la rencontre de Sylvie. Tu le disais tantôt, il y a des difficultés administratives, etc. Mais on a pu quand même, avec la permission de l'entreprise de Sylvie, nous faire incursion dans son monde professionnel. Et c'est ce qui a donné le résultat qu'on a eu à la télévision. Et au-delà, c'était une très bonne actrice. Donc on a eu la facilité de la prendre en image, quelle que soit la situation dans laquelle on lui a demandé de se présenter. Alors Ahmed Siloué, bonsoir. Bonsoir on va Marie. poursuivre sur ce carnet de reporter. Qu'est-ce qui vous motive déjà à aller enquêter, rechercher ce profil en Allemagne? Alors, c'est parti d'un simple constat. J'ai déjà été en Allemagne pour travailler sur un profil différent. C'était Christelle Yobo, qui est députée de l'État de Hambourg, dans le Mitte. Et pendant le tournage, on a rencontré Sylvie. Et Christelle Yobo nous disait que c'est la seule femme qui conduit, seule femme ivoirienne surtout, qui conduit le bus en Allemagne. On s'est dit, tiens, c'est un profil intéressant. Au-delà de Sylvie, de Christelle Yobo qui est dans la politique, on pourrait tourner sur ce profil-là qui donnera des idées à d'autres femmes qui viennent en Europe et se dire qu'on n'a pas pour seul métier ceux auxquels on nous rabaisse, parce que très souvent, les femmes, quand elles arrivent, c'est le ménage, c'est des petits métiers, des petits boulots. Or, celui-là, c'est un métier d'un certain gabarit qui demande une certaine ambition et un certain courage. Donc pourquoi ne pas le présenter et permettre à ces femmes-là de rêver plus grand? Mais qu'est-ce qui vous a immédiatement marqué dans son parcours? Alors c'est son instinct familial. On a une femme qui arrive en Allemagne pour des vacances, qui rencontre un monsieur, qui décide de faire un regroupement familial, qui l'épouse. Et quand elle arrive, elle pourrait tout de suite se dire, mais je commence à travailler, je commence à me chercher, comme on le dit, pour avoir de l'argent et puis ramener de quoi à manger sur la table des parents ici restés. Mais elle décide de se consacrer à sa famille. Elle a 5 enfants, elle reste auprès d'eux, elle les éduque, leur insuffle les valeurs africaines qu'elle a reçues ici. Et une fois que le dernier, comme elle a dit dans le reportage, a plus de 20 ans, elle se dit c'est le moment de me lancer et puis de réaliser mon rêve. Au-delà, avant ça, elle a fait quelques métiers, elle a été ménagère, elle a travaillé dans des hôtels, pour quand même pouvoir avoir un peu de moyens de subvenir à ses besoins en tant que femme. Et puis voilà, quand ses enfants ont grandi, elle s'est dit pourquoi pas avoir un challenge plus grand. Et elle regarde un bus, se disant que c'est ce mastodonte-là, je peux moi aussi le tenir et puis travailler comme des hommes. C'est cela. C'est une très belle image, en tout cas, de la femme africaine en Europe. Est-ce qu'elle a rencontré des préjugés, notamment des populations africaines vivant à Hambourg? Alors, tout de suite, quand elle a commencé à nourrir ce rêve, il y a eu quelques commentaires décourageants, mais c'est mal connaître Sylvie, qui, elle, quand elle est déterminée, va au bout de son ambition. Donc elle rentre dans ce domaine-là. Là encore, elle se trouve opposée à certains préjugés de race et puis également de genre, parce que ce sont des hommes. Quand elle arrive, il n'y a pas beaucoup de femmes en ce moment-là, même des Allemandes, il n'y en a pas. Il n'y en a presque pas dans cette société. Donc c'est l'une des premières femmes à franchir le pas et à vouloir pratiquer ce métier-là. Mais au-delà de ça, c'est une Sylvie courageuse, c'est une Sylvie pugnace et qui n'abandonne jamais. Donc, c'est une femme de caractère aussi, on a pu le remarquer pendant qu'on est en train de réaliser ce reportage. Et avec ces qualités-là, elle a pu surmonter toutes ces épreuves qui, aujourd'hui, l'ont conduit jusqu'à être l'une des meilleures conductrices, j'ai envie de dire, de bus, parce qu'elle le fait les yeux fermés. Alors, c'est un parcours qui forcément inspire et il y a aussi certainement des leçons à retenir. Vous avez parlé de courage, mais aussi, Sylvie, c'est la résilience.
Absolument, absolument, parce que sans résilience, elle n'aurait pas pu atteindre ce niveau-là. C'est un message qu'elle passe aussi à tous les Africains, outre-mer, qui vont pour un avenir meilleur. Elle est venue, elle s'est retrouvée dans un monde d'hommes, elle s'est peut-être dit à un certain moment, il y a un plafond de verre, mais moi, je ne vais pas m'arrêter là, je le brise. Et justement, quand elle a foncé, elle a brisé ce plafond de verre, voilà, elle est un exemple aujourd'hui pour plusieurs femmes dans non seulement l'État de Hambourg, mais au-delà, D'accord, en Côte d'Ivoire et en Afrique. Merci Ahmed Sylvie de retour de Hambourg qui nous a présenté ce beau parcours. Sylvie Adjoa-Volny, qui va mettre un terme à ce grand journal. Marine, c'est terminé pour ce soir, cette première édition de l'année 2026. On se retrouve le 27 février prochain. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous.